Bonjour à toutes et à tous, je suis Virginie Ducrot, chargée de mission prévention à la Caisse primaire d'assurance maladie du Tarn et je suis ravie de vous accueillir pour ce nouveau webinaire sur la thématique des 1000 premiers jours. Donc les 1000 premiers jours de l'enfant, mais ce sont beaucoup de questions pour les parents, hein. Nous avons déjà réalisé deux webinaires sur ce thème, un en décembre 2022 et un au mois de février 2023, pour répondre du coup à cette question, qu'est-ce que c'est que les 1000 premiers jours? Et aussi pour parler des échanges entre les parents et bébés, tout ce qui peut le faire grandir. Donc, dans la poursuite de cette thématique, nous allons aborder aujourd'hui les émotions. Donc, l'arrivée d'un bébé, c'est un grand changement hein, dans la vie des parents. Parfois, les émotions prennent le dessus. Donc là, on peut être fatigué, il y a du mal-être, de la déprime. Donc, en cas de difficulté, surtout, il ne faut pas hésiter à en parler. Pendant cette présentation qui va durer à peu près 30 minutes, vos micros seront coupés. Mais vous pouvez toutefois interagir avec nous dans l'onglet discussion. C'est une bulle qui se matérialise en bas de votre écran et nous répondrons à toutes vos questions à la fin des présentations. Sachez que ce webinaire est enregistré et vous aurez le replay sur la chaîne YouTube de l'assurance maladie du Tarn d'ici la fin de la semaine. Je vais maintenant vous laisser avec les intervenantes et je vous dis à tout à l'heure pour répondre à toutes vos questions. Bonjour, donc moi je suis Élodie Cabrol, puéricultrice à la PMI. Donc je vais d'abord vous définir ce qu'est une émotion. Ensuite, je vais parler du chamboulement émotionnel qu'il y a lors d'une grossesse et de l'arrivée d'un bébé. On va également aborder le baby blues, les dépressions périnatales et enfin je terminerai par le syndrome du bébé secoué. Donc souvent, quand on annonce une grossesse ou la naissance d'un bébé, les premiers mots de notre entourage, c'est félicitations, c'est que du bonheur. C'est la phrase donc qui est souvent dite et c'est vrai qu'il faudra ajouter une nuance, parce que c'est beaucoup de bonheur, mais il y a d'autres émotions qui peuvent intervenir également. Donc les émotions, qu'est-ce que c'est? Donc le mot émotion, il vient du mot motion de l'ancien français qui signifie mouvement. Le dictionnaire décrit l'émotion comme un trouble subi ou une agitation passagère. Une émotion, c'est une réaction affective qui est transitoire, d'assez grande intensité et qui est habituellement provoquée par une stimulation venue de l'environnement. Donc aujourd'hui, nous allons essayer de mettre des mots sur ces émotions qui peuvent être ressenties et voir vers quel professionnel on peut se tourner pour accompagner ce chamboulement émotionnel. Donc l'arrivée d'un bébé, donc c'est un chamboulement, que ce soit un premier enfant ou non, c'est un chamboulement pour tous les parents. C'est un chamboulement qui intervient sur plusieurs plans, physique, hormonal et psychologique. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Donc déjà pendant la grossesse, donc la grossesse et son vécu. Est-ce que c'est une grossesse surprise ou désirée? Est-ce qu'il y a des maladies maternelles durant la grossesse? Des surveillances particulières du bébé? Son propre vécu par rapport à son enfance? Son questionnement par rapport à l'arrivée du bébé? Vais-je être un bon parent? Ensuite, il y a l'accouchement. Celui imaginé et l'accouchement réel, la césarienne ou la voix basse, dans l'urgence ou non. Est-ce que le bébé est né à terme ou prématuré? Il y a également les soins au bébé qui peuvent être faits à la naissance ou les soins à la maman. Il y a le séjour à la maternité. Donc, il y a l'euphorie d'accueillir son bébé et la fatigue, l'allaitement maternel ou l'allaitement au biberon. La chute hormonale, il peut y avoir aussi des douleurs liées à l'accouchement, liées à l'allaitement aussi. L'attention qui n'est plus, dirigée vers la maman, contrairement à la grossesse. C'est vrai que pendant la grossesse, toute l'attention est sur la maman et après une fois qu'il y a le bébé, beh, l'attention elle est, sur le bébé. Donc il peut aussi y avoir, une atteinte au niveau de l'estime de soi. Et ensuite, il y a le retour au domicile. Donc le retour au domicile, ce sont de nouveaux repères à prendre, avec des nuits saccadées, de la fatigue, la charge mentale, on peut avoir du relais, dans l'entourage familial ou au contraire, cet entourage, peut être ressenti comme, une pression.
Donc en fait, il est important de savoir alerter si, vous ne vous sentez pas bien afin, d'être accompagné au plus tôt. Donc il faut savoir que les dépressions périnatales, elles ont un effet majeur sur le bien-être des personnes qui les subissent, mais également, sur leur enfant. Donc la période des 1000 premiers jours, c'est une période d'opportunité. Comme cela a été mentionné lors du précédent, webinaire, tous les échanges, font grandir votre enfant. Votre enfant, il va ressentir dès sa naissance toutes les émotions que vous allez vivre avec lui. Et toutes ces émotions, elles sont légitimes. Elles ont le droit d'être là et d'être ressenties. Vous pouvez mettre des mots sur ces émotions pour expliquer à votre bébé ce que vous ressentez. Donc les premiers apprentissages émotionnels, ils dépendent fortement des échanges sécures qui s'établissent entre vous et votre bébé. Dès la naissance, le bébé, il est capable d'exprimer des émotions communicatives par le sourire, par un regard intense orienté ou la vocalisation. Et pour accompagner cette régulation émotionnelle, le contact physique, donc c'est-à-dire le pot à pot avec les parents, va permettre à l'enfant de développer ses propres compétences de gestion de soi. Et cette proximité, elle peut également aider les parents dans la régulation de leurs propres émotions. Donc le pot à pot, il peut être fait à la naissance, mais pas que. Avec bébé plus grand, au retour à la maison, vous pouvez continuer à le faire. Les interactions, elles peuvent varier suivant l'origine culturelle. L'essentiel, en fait, c'est d'avoir des contacts avec son enfant par la voix, le regard, le toucher. Toutes ces émotions qui sont ressenties, elles peuvent nous submerger et elles peuvent prendre le dessus. Le parent ou le coparent, il peut se sentir fatigué, en état de mal-être ou déprimé. Et donc là, il y a 2 choses à différencier. Il y a le baby blues et les dépressions périnatales. Donc maintenant, je vais vous parler du baby blues. Donc quelques jours après l'accouchement, il y a beaucoup de mamans qui traversent une période de déprime qu'on appelle le baby blues. En fait, c'est une réaction qui est naturelle, qui est causée par tous les changements. Donc il y a des changements physiques, les changements hormonaux et psychologiques. Tout ça, c'est lié à l'accouchement. La maman, du coup, elle peut se sentir irritable, dépassée par les événements. Il peut y avoir une perte de repères et avoir des crises de larmes. C'est un état qui peut durer quelques heures ou quelques jours. Et en fait, au-delà de 2 semaines, il faut en parler à un professionnel de santé. Et si vous en ressentez le besoin avant, vous pouvez aussi en parler avant, dès que vous en ressentez le besoin. Les dépressions périnatales, donc ce sont des troubles qui sont répandus, mais qui sont mal connus et qui sont malheureusement aussi mal détectés. Donc il y a certains parents qui peuvent avoir des facteurs de risque, qui sont susceptibles de favoriser la dépression périnatale, mais il faut savoir que ça peut toucher tout le monde, n'importe quel parent. Le pic de fréquence, il est situé entre 2 et 4 mois et à 6 mois de l'enfant, et il touche 10 à 15% de la population. Ça peut également survenir pendant la grossesse. Il faut savoir que pendant la grossesse, ça touche une femme sur 5. Les pères ou les deuxièmes parents, ils peuvent être également touchés, mais il y a peu d'études sur le sujet. Donc il peut être difficile pour les parents souffrant de dépression d'avoir des interactions avec leurs enfants. Et il faut savoir que plus la dépression est sévère et plus elle va s'installer dans le temps, plus elle va durer, plus il y a des répercussions sur l'enfant. Enfin, il y a un risque de répercussion sur l'enfant. Donc pour illustrer mes propos, je vais vous passer une vidéo qui vient du site Les 1000 premiers jours. Donc on a un petit réglage informatique à faire. Alors, au niveau du son, à certains moments, il y a de la musique qu'on n'entend pas bien. Donc, soyez pas étonnés si à un moment donné, vous n'entendez pas.
Il est tout à fait normal d'avoir un petit moment de déprime après l'accouchement, c'est ce qu'on appelle généralement le baby blues. Le baby blues est une réaction d'ajustement naturel de durée courte, peu intense. S'il dure au-delà de 15 jours, alors il faut penser au risque de dépression du postpartum. Eh bien, il faut avoir plusieurs signes qui durent plusieurs jours, c'est-à-dire au moins généralement 2 semaines. Et parmi ces signes, des troubles du sommeil, des troubles de l'alimentation, des troubles de la concentration. On peut être triste, mais pas toujours. Par contre, on est quasiment toujours avec une absence de plaisir à faire les choses qu'on fait d'habitude et à s'occuper de son bébé. Il faut d'abord et avant tout ne pas rester seul. Parler avec des professionnels, parler avec des proches, parce que la dépression, c'est une maladie. Ça ne passe pas tout seul, disons difficilement, et cela a des conséquences à la fois sur le développement de l'enfant et sur toute la famille. La dépression postpartum touche, disons, en moyenne 15 à 20% des femmes avec une intensité variable. Et le père peut également être affecté par un syndrome dépressif du postpartum. Se soigne très bien. Elle se soigne avec diverses méthodes en fonction de la gravité des signes. Et ensuite, non seulement on récupère, mais on évite tout un tas de conséquences négatives et pour soi et pour son enfant. Alors, je m'excuse, je suis pas une pro de l'informatique, hein. Hop là, donc on remet le diapo. Voilà, donc c'est une vidéo qu'on retrouve sur le site Les 1000 premiers jours. C'est un site qui est ressource, où vous allez pouvoir trouver beaucoup d'informations. Il existe également l'application, donc vous pouvez installer sur votre mobile. Donc il y a différentes diapos qui vous montrent le site et l'application. Voilà. Donc en France, il y a 100 000 femmes qui sont en grande détresse lors de la première année qui suit la naissance de leur enfant. Et il y a seulement une femme sur deux qui trouve à qui s'adresser. Donc le but aussi de ce webinaire, c'est de vous présenter les professionnels vers qui vous pouvez vous tourner. Donc déjà, il peut y avoir en premier lieu son médecin traitant. Ensuite, vous pouvez aussi vous tourner vers le service de PMI. Donc le service de PMI, c'est un service où il y a différents corps de métier. Donc il y a les puéricultrices qui interviennent après la naissance. Donc on propose des visites à domicile qui permettent de peser bébé, mais également d'aborder différentes thématiques telles que l'alimentation, le sommeil, les pleurs de bébé, les soins d'hygiène. Après, ça peut être sur le portage, enfin vraiment beaucoup de thématiques différentes. Il peut y avoir aussi, s'il y a des aînés, des questions par rapport à la fratrie. Et c'est vrai que c'est un moment, vu que c'est au domicile, c'est quand même un moment privilégié où aussi les parents peuvent s'ouvrir et si ils en ressentent le besoin, peuvent exprimer aussi si effectivement moralement c'est compliqué et ça ne va pas. Voilà, donc les puéricultrices aussi, on ne fait pas que des visites à domicile, on fait aussi des consultations sur différentes maisons du département du Tarn, des consultations avec ou sans rendez-vous. On intervient aussi lors d'ateliers parents-enfants. Donc toujours au sein de la PMI, il y a les sages-femmes. Donc les sages-femmes, elles effectuent le suivi de grossesse. Elles peuvent donner aussi des cours de préparation à la naissance et elles interviennent, elles effectuent aussi l'entretien pré- et post-natal.
et elles font aussi le suivi post-accouchement. Donc, ma collègue Véronica vous parlera davantage, vous présentera davantage l'entretien pré et postnatal précoce. Il y a également des éducatrices de jeunes enfants qui interviennent sur des rendez-vous individuels avec les parents et les enfants au sein des maisons du département. Il y a des ateliers parents-enfants qui sont menés conjointement avec la puéricultrice ou la sage-femme. Donc ensuite, vous pouvez vous tourner aussi vers la sage-femme qui vous a suivi lors de la grossesse, donc la sage-femme libérale ou en service hospitalier. Voilà, si vous l'avez identifiée comme personne ressource, voilà, vous pouvez tourner vers elle. Il existe également une association, donc l'association Maman Blues, qui sera présentée aussi au cours de ce webinaire avec une intervention de la part de Marinette, qui fait partie de l'association Maman Blues. Et ensuite, dans le département, il y a aussi le service d'unité de soins précoces qui est situé au niveau de l'hôpital Bon Sauveur d'Albi. Donc, c'est un service qui est composé de psychologues, d'éducateurs spécialisés, de pédopsychiatres et psychomotriciennes. Donc, le but du service, c'est de soutenir et accompagner, soigner la parentalité et les liens parents-enfants pendant la période de grossesse et les premières années de l'enfant. Généralement, c'est jusqu'aux 2 ans de l'enfant. Elle accompagne les aléas et les paradoxes du désir de grossesse et du désir d'enfant, les difficultés propres au nouveau-né. Et cette consultation prévient tout ce qui peut troubler la relation parent-enfant. Et donc, il y a différentes modalités de soins en fonction du besoin. Ça peut être des consultations ponctuelles ou un suivi. Ça peut être au domicile, au sein du service de l'unité précoce ou pendant le séjour à la maternité. Voilà. Donc maintenant, je vais aborder une autre thématique, donc, qui est celle du syndrome du bébé secoué. Le seul moyen pour un bébé de s'exprimer, c'est le pleur. Donc, ça peut être pour différentes raisons. Ça peut être parce qu'il a faim, parce que la couche est sale, il a besoin d'être rassuré, il a mal au ventre ou ailleurs, il a de la fièvre. Voilà, il peut y avoir multiples raisons. Et parfois, après avoir vérifié toutes les cases, votre bébé peut continuer de pleurer et ça peut être déroutant. Et avec la fatigue, surtout la nuit, c'est parfois difficile de supporter ces pleurs. Donc dans ces cas-là, si on a la possibilité, il faut savoir passer le relais. Par contre, si c'est pas possible, en fait, il faut savoir, il est important de savoir poser en sécurité son bébé. Quand on est excédé, qu'on n'en peut plus, malgré les pleurs, il faut savoir le poser en sécurité dans son lit, en lui expliquant, lui dire que vous n'arrivez pas à le calmer, que vous avez tout fait, il a mangé, la couche propre, câliné. Et malgré tout ça, il pleure toujours, mais vous n'arrivez pas à le calmer et vous n'en pouvez plus, vous avez besoin de souffler. C'est important de s'autoriser à poser son bébé parce qu'on n'en peut plus. Et ça fait pas de vous un mauvais parent. Le but, après, ça va pas être de le laisser pleurer pendant 2 heures dans son lit, mais de le laisser quelques minutes, le temps que vous puissiez relâcher la pression. Ceci, c'est afin d'éviter un drame qui peut toucher n'importe quel parent, qui est celui de secouer son bébé par exaspération des pleurs. Le fait, en fait, de secouer son bébé, ça laisse des lésions cérébrales qui sont irréversibles et ça peut même entraîner la mort. Donc une fois que votre bébé il est en sécurité dans son lit, vous pouvez prendre une douche, écouter de la musique, boire un verre d'eau, faire souffler, faire ce que vous avez envie pour essayer de vous détendre durant quelques minutes. Il faut prendre le temps nécessaire afin de retrouver votre calme. Et si vous le pouvez, ça peut être intéressant de retourner dans la chambre à intervalles réguliers pour expliquer à votre bébé que vous êtes toujours là, que vous êtes à côté et que vous allez revenir. Voilà. Donc on a mis des numéros utiles que vous pouvez contacter, voilà, si jamais
vous en ressentez le besoin. Donc, il y a Allô Enfance en danger, donc le 119, Allô Parents Bébés, 0800 00 34 56, SOS Parentalité, donc le 09 86 87 32 62, et les pâtes au beurre, 02 40 16 06 52. Voilà, donc maintenant je vais laisser la parole à ma collègue Véronica, sage-femme, qui va vous présenter l'entretien prénatal et postnatal précoce. Merci Elodie. Bonsoir. Je vais parler des entretiens prénatal et postnatal précoces. Il faut dire que ces entretiens-là, ils sont un peu en dehors des parcours médicalisés de la femme tout au long de la grossesse et après l'accouchement. C'est des moments d'écoute, vraiment, des moments d'être là avec la femme et avec les coparents. L'entretien prénatal précoce, elle est devenue obligatoire depuis mai 2020. On parlait déjà pas mal avant 2020, mais finalement, grâce au programme des 1000 premiers jours, elle est devenue obligatoire en 2020. Encore une fois, c'est un moment où on se pose et on est là pour écouter la femme et les coparents s'il est là. Ce n'est pas une consultation clinique. Ils sont vraiment en dehors d'un examen médical. Les finalités d'un entretien prénatal précoce, c'est faire un suivi personnalisé de la grossesse, savoir un peu c'est qui la personne qu'on a en face. Et c'est aussi le moment d'échanger librement par rapport au projet de naissance et aussi autour peut-être déjà de la parentalité ou même les choix de la maternité. Tu pourras aussi échanger, merci. Merci Marinette. Et les préconisations de l'entretien prénatal précoce. Déjà, on va faire cet entretien à partir des 4e mois de la grossesse parce qu'avant c'est trop tôt pour faire un entretien prénatal. Il y a toujours ce risque quand même des fausses couches. Si c'est pas fait au 4e mois, c'est tout à fait possible de le faire plus tard aussi. Mais l'idéal, c'est de le faire au début de la grossesse, à partir du 4e mois. C'est pour qui cet entretien? C'est pour la future maman, mais c'est aussi très intéressant que les coparents y soient là pour connaître vraiment aussi les coparents. Ça pourra être fait par les médecins qui suivent la grossesse ou pour les sages-femmes, aussi pour la sage-femme. Dans l'idéal, c'est la personne qui après, elle va suivre toute la grossesse. Qu'est-ce qu'on va aborder dans un entretien prénatal précoce? Nous allons déjà parler avec la femme pour savoir vraiment comment ça se passe la grossesse pour elle, c'est quoi son ressenti, qu'est-ce qui la préoccupe aussi, qu'est-ce que peut-être elle a vécu aussi des choses difficiles avant cette grossesse qui pourront nous aider pour les suivis, les attentes qu'elle a vis-à-vis de cette grossesse et aussi vraiment savoir qu'est-ce qu'elle accepte de mettre et de mettre en place pour vraiment accueillir son enfant dans les meilleures conditions possibles. Notamment, peut-être on pourra parler encore une fois des projets de naissance, si c'est nécessaire pour elle, le faire, si c'est important, ou voir aussi les choix de la maternité. Là, je ne parle pas évidemment s'il y a un problème pendant la grossesse, les choix de la maternité, ça sera fait aussi en fonction de ce problème, de cette pathologie. Je parle plutôt des affinités, des attentes qu'elle a la femme autour de la grossesse et de l'accouchement. Je vais parler aussi de l'entretien postnatal précoce. En fait, cet entretien postnatal précoce, c'est un peu dans le même principe que l'entretien prénatal précoce, vraiment. C'est à nouveau un temps d'écoute, mais ça sera après l'accouchement. Elle est devenue obligatoire, cet entretien postnatal précoce. Ça fait pas si longtemps que ça. Ça a été en juillet 2022. Et l'entretien prénatal précoce et l'entretien postnatal précoce, ils rentrent tous les deux vraiment dans les programmes des 1000 premiers jours. Là où tout commence. Vraiment, c'est une époque sensible pour les bébés. Cette époque, on le sait quand même, c'est dès la conception jusqu'aux 2 premières années de vie. Et c'est là où c'est sensible à niveau de santé physique, mais pas que ça, c'est aussi à niveau psychosocial. C'est pour ça que prendre le temps, pendant la grossesse et après l'accouchement, de parler avec les femmes, de s'écouter, écouter les coparents, c'est important après aussi, même pour l'enfant.
les finalités de cet entretien postnatal précoce, elles sont un peu spécifiques après l'accouchement. Une, comme on a dit déjà, c'est vraiment repérer les premiers signes de dépression postpartum. Après, c'est aussi faire les points quand même avec la femme et les coparents de comment c'est passé à la naissance, comment ça se passe depuis la naissance, c'est quoi son vécu. Et aussi orienter, si c'est nécessaire, vers un professionnel plus adapté. Quand on va faire cet entretien postnatal précoce, l'idéal, c'est entre les 4e et 8e semaines après l'accouchement. Parce qu'on sait, elle a dit déjà aussi, Elodie, que les symptômes de dépression postpartum, ils apparaissent généralement plutôt à partir de 6 semaines après l'accouchement. Si c'est nécessaire, on pourra faire un 2e entretien postnatal précoce. C'est là, on pourra le faire entre la 10e ou 14e semaine après l'accouchement. Quelquefois, c'est nous qu'on considère que ça sera bien d'aller voir un peu l'évolution de cette femme. Ou ça peut arriver aussi, c'est les femmes qui nous demandent de nous revoir pour en parler. Cet entretien postnatal, ça se fait pour qui? Pour la maman, encore une fois, pour les coparents, et aussi, évidemment, ça sera bien que bébé il soit là. Ça sera fait par les médecins qui ont suivi la grossesse ou pour la sage-femme. C'est intéressant que ce soit les mêmes professionnels parce que c'est un entretien quand même, c'est assez personnel. C'est beaucoup plus simple si on connaît déjà les parents. Qu'est-ce qu'on va traiter? De quoi on va en parler dans cet entretien postnatal précoce? En fait, cet entretien, c'est tout un balayage psychosocial. On va parler déjà concernant la femme et les coparents, on va parler de comment c'était passé à la naissance. Parce que vraiment, la naissance, c'est un moment fort, particulier. C'est bien d'en parler. On va parler aussi de comment ça se passe là, maintenant aussi. Peut-être, si c'est nécessaire, parler des conduites addictives, parce que comme c'est une époque un peu charnière, et les postpartum, s'il y a eu des conduites addictives, qu'elles se sont arrêtées pendant la grossesse, là, les postpartum, c'est propice pour la reprise, notamment du tabac. On pourra déjà en parler de ça. On va essayer de mesurer le bien-être mental. Et pour ça, on a une échelle, c'est l'échelle de dépression postpartum. Nous ne sommes pas professionnels psychologues, mais cette échelle, c'est très facile à utiliser. C'est un questionnaire, il y a 10 questions. Et après, en fonction des scores, en fonction des résultats, on saura si c'est nécessaire vraiment adresser cette personne vers un psychologue. Concernant l'enfant, nous allons aborder quoi? On va parler des rythmes du bébé, des sommeils, des pleurs. Et c'est très important de parler, même si on l'a fait déjà pendant la grossesse, on l'a fait aussi beaucoup à la maternité, parler des besoins qui sont vraiment les enfants, des proximités, de sécurité, des réconforts. C'est un vrai besoin, c'est pas des mauvaises habitudes, c'est pas des caprices. C'est important aussi de parler vraiment ou valoriser les compétences qu'ils sont les parents, parce qu'ils sont là déjà. Ils ont appris déjà beaucoup de choses depuis l'accouchement et c'est bien de le valider nous en tant que professionnels. Concernant les liens conjugaux, on pourra déjà quand même en parler de ce nouveau équilibre qu'il y a dans les couples, savoir comment ça se passe et si la conversation nous mène à ça, pourquoi pas aussi parler de sexualité dans les couples aussi. Après, concernant les liens familiales, j'ai mis pas mal de choses dans les PowerPoint, mais moi, j'aimerais dire simplement que je pense que c'est important de déterminer les personnes ressources qu'ils sont les parents. Peut-être c'est dans les liens familiales, peut-être c'est simplement les amis. C'est bien de savoir s'entourer des personnes qui font du bien. Ça veut dire des personnes qui vont être là pour aider, qui vont être là aussi pour écouter peut-être. Et surtout, que c'est pas facile, c'est pas évident être là sans juger. Ça, c'est vraiment des personnes qui pourront aider pour la parentalité, surtout ce début de parentalité. Après, on va encore plus large et on va aussi vérifier, voir un peu l'environnement social des couples. Ça veut dire dépister s'il y a de l'isolement, voir un peu s'il y a des problèmes de logement, une situation économique difficile, peut-être aussi parler des retours de la reprise du travail. Ce type de choses quand même qui sont importantes pour les couples et qui les préoccupent. C'est bien d'en parler aussi.
En tout cas, revenir à dire que vraiment, l'entretien prénatal précoce et postnatal précoce, c'est des moments précieux. C'est des moments d'écoute, de partage, d'échange avec la femme et les coparents, d'accord, autour de la grossesse, de la naissance et aussi des débuts de la parentalité. J'aimerais finir avec une phrase que j'utilise beaucoup avec les parents. En fait, finalement, je dis qu'à la naissance, il n'y a pas simplement un bébé qui est né. Il y a 3 bébés. Il y a les bébés, tout petits, mais il y a aussi 2 bébés par an. Et ces bébés parents, ils ont aussi quand même besoin de temps, beaucoup de bienveillance pour vraiment grandir en tant que parents. Merci de votre écoute. Je vais passer la parole maintenant à Marinette Ardouin. Bonjour, moi je suis Marinette Ardouin. Je suis bénévole à Maman Blues depuis une dizaine d'années maintenant. Et comme toutes les référentes Maman Blues, j'ai vécu moi-même une difficulté maternelle à l'occasion de ma 2e maternité. Voilà, donc je vais vous présenter l'association. Donc Maman Blues est une association nationale qui existe depuis une vingtaine d'années. Elle a commencé avec un forum qui est né en 2003. Il s'en est suivi un statut associatif en 2006. Alors, à l'origine, c'est des femmes qui ont été hospitalisées en maternologie et qui ont eu un besoin d'échanger entre pairs pour comprendre et se comprendre dans leur parcours de maternité en panne. Une maternité, c'est du bonheur, mais pas que. Là où la société ne vend que du rêve avec une maternité et une parentalité idéalisée. On constate qu'il y a 20% de dépression postnatale. Les femmes sont donc à risque toute la première année qui suit une naissance. Il y a 18% de dépression prénatale. Ces dépressions prénatales peuvent s'arrêter dès la naissance ou alors se poursuivre également après. 14% de dépression chez les pères, dont 50% de dépression si sa conjointe présente elle-même une dépression anténatale. Le baby blues, il concerne 70% des mères, se passe donc à l'accouchement, généralement au 3e jour postpartum. Il est physiologique et normal et il ne doit pas se poursuivre au-delà de 2 à 3 semaines. Au-delà, une prise en charge psychologique est nécessaire. Une maternité physique, bien sûr, mais aussi psychique. Le corps médical se penche beaucoup sur la santé physique de la mère et de l'enfant. Parallèlement à la transformation du corps, s'opère un chemin psychique de maternité. La maternité psychique engendre souvent une ambivalence, avec des questionnements, des doutes, des peurs, des angoisses, parfois une panique, même si la grossesse est souhaitée. La transparence psychique qu'induit la maternité ouvre des pages de notre passé et réveille des événements dont on a conscience, ou même parfois restés sous silence. Chaque mère a le droit à sa crise maternelle. C'est une crise identitaire qui permet de passer de fille-mère à mère d'eux. Une crise identitaire, comme il peut y avoir une crise à l'adolescence ou parfois à la quarantaine. C'est donc un chemin de maternité qu'on nomme matrescence. Et il est complètement indépendant de la volonté et de l'image rêvée qu'on s'était faite de cette maternité. Quand s'éveillent les symptômes, on peut trouver souvent en premier des troubles du sommeil, des troubles de l'appétit, des inquiétudes, des peurs pour soi, pour son bébé, des pleurs, une fatigue excessive, des ruminations, de l'anxiété, des angoisses, des troubles paniques, des phobies d'impulsion, de la tristesse, des regrets, de la honte, de la culpabilité, de la solitude, se considérer souvent mauvaise mère, insuffisante, avoir des idées noires, appréhender de s'occuper de son bébé, ne pas supporter ses pleurs, ne pas ressentir l'élan attendu et ne pas parfois se sentir mère de cet enfant, comme si on nous avait donné l'enfant de la voisine à garder. Une forte anxiété à l'idée de se séparer du bébé aussi, et aussi l'envie de rien au quotidien. Donc dans ces cas-là, il faut en parler au plus tôt pour trouver de l'aide. À sa sage-femme, au médecin traitant, aux professionnels de la PMI, à la psychologue
et à Maman Blues. En tout cas, une personne de confiance et bienveillante. Une personne à qui vous pourrez parler sans appréhension et qui vous fera du bien. Une orientation vers un soin psychologique précoce permet de réduire l'intensité des troubles et d'y remédier afin de trouver un apaisement au plus vite. Au niveau de Maman Blues, les ressources qu'on vous propose sont donc un forum anonyme et gratuit, accessible 24 heures sur 24. Il est modéré par une équipe de modératrices qui veille à la bienveillance des échanges. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. Les mamans sont toutes bienveillantes et se soutiennent vraiment entre elles. C'est vraiment un support intéressant et on aura des réponses 7 jours sur 7. Donc, quand on est mal, c'est pas négligeable de trouver cet espace. Un espace qui permet donc de trouver un partage entre mères avec expérience vécue et de poser des mots sur ses propres mots. Il y a des groupes de parole mensuels en présentiel sur l'hôpital de Castres, généralement le premier jeudi du mois, mais à vérifier sur le site Maman Blues ou en tout cas en nous contactant pour s'inscrire. Il y a aussi des groupes de parole en distanciel au niveau national que vous pouvez trouver sur le site Maman Blues. Le site Maman Blues, vous pouvez trouver des informations, des témoignages, une bibliothèque, des podcasts également. Vous pouvez également contacter les référentes pour échanger du mal-être et évaluer vos besoins. Tout échange restera confidentiel. Vous pouvez donc me contacter, Marinette Ardouin, soit Yolène Roy ou Anaïs Beau. Nous sommes les 3 référentes du Tarn. Donc, via le mail mamanblues81@gmail.com. Maman Blues ne se substitue en aucun cas à un suivi médical. Cela reste complémentaire. Cela permet de respecter la temporalité de chacune, un temps souvent utile pour accepter une aide nécessaire et comprendre ce qui nous arrive. Je vous remercie de m'avoir écouté. Donc, merci beaucoup à toutes les 3 pour ces interventions très intéressantes. On va pouvoir maintenant passer aux questions-réponses. Donc, si vous n'avez pas eu le temps de le faire, ben, vous êtes toujours à temps, hein, par l'onglet discussion. On l'aura en temps réel dans le chat et on pourra répondre au fur et à mesure. Donc, on a une première question. À quoi est dû le baby blues? Qu'est-ce qui le provoque? Donc, je vous laisse répondre. Moi, je veux bien répondre. Alors, le baby blues, il correspond à la chute des hormones. C'est une chute des hormones qui engendre une hypersensibilité émotionnelle et qui permet de ce fait de mieux s'adapter aux besoins du bébé. Donc, c'est quelque chose qui est tout à fait bénin, qui peut durer de quelques heures à quelques jours, mais qui ne doit pas durer dans le temps, en tout cas. Alors justement, vous dites que le bébé ressent tout, ce que ressent la maman. Donc est-ce que le baby blues, ou la dépression peut avoir des effets négatifs sur le bébé? Quels sont les effets que ça peut avoir? Le baby blues, c'est quand même assez transitoire. Enfin, ça dure voilà, de quelques jours à 2 semaines. Donc, c'est plutôt, on va dire, s'il y a une dépression périnatale. En fait, l'enfant, le bébé, enfin, ce sont des éponges. En fait, il ressent toutes les émotions. Et c'est pour ça qu'il est important de verbaliser les choses, de parler à son bébé. De dire pourquoi on est triste, voilà, et de savoir alerter en fait que ce soit pris euh, au plus tôt, pris en charge au plus tôt, parce que oui, effectivement, si ça dure dans le temps, il peut y avoir euh, dans les dépressions, il peut y avoir des pertes de plaisir de s'occuper de son bébé et aussi du coup de répondre à ses sollicitations. On va moins stimuler son bébé, on va moins répondre à ses pleurs et donc effectivement ça peut engendrer des des conséquences sur son développement, oui. Donc on peut dire ça, la différence entre le baby blues et la dépression, vraiment la vraie dépression, c'est surtout la durée dans le temps, en fait, c'est ça? Oui. Après, ça va pas être quand même les mêmes symptômes.
Et quels sont les premiers signes de la dépression? Enfin, justement, les symptômes, comment on peut faire la différence vraiment? Alors, souvent, le 1er signe, c'est souvent les troubles du sommeil avec une fatigue harassante, une perte d'envie, des pleurs. Quand on a ces signes-là pendant 15 jours, tous les jours, on peut dire que ça ressemble à une dépression et là, il faut consulter. Est-ce que ça peut avoir, est-ce que la dépression, le baby blues, peut avoir des conséquences sur la fratrie aussi? Parce qu'on a parlé du bébé, mais c'est vrai qu'il y a parfois les frères et sœurs qui sont déjà là, plus grands. Quelles conséquences ça peut avoir sur eux? Après, c'est vrai que ça a des conséquences sur toute la sphère familiale. Mmh. Heu, Après ça va dépendre de l'âge des enfants aussi et c'est un peu le même principe, savoir, expliquer, les émotions qu'on ressent, et c'est important en fait de verbaliser, mais de manière adaptée bien sûr à l'âge de l'enfant, hein. Hem et si besoin, il peut aussi y avoir une prise en charge en fait globale de la famille. Heu, Pas que centré, sur la maman ou le parent, qui présente, une dépression. Oui, ne pas hésiter à demander de l'aide et d'en parler et demander de l'aide, un soutien, et des proches et des professionnels autour. On a une autre question, comment faire quand un enfant ne dort pas la nuit pendant plusieurs jours? Alors, ça dépend de l'âge de l'enfant aussi, s'il y a des siestes dans la journée, ce qui est important, c'est de savoir aussi se poser, heu, au m au moment, où, son enfant dort, de savoir, surtout dans les premières semaines, de l'enfant, savoir en fait se poser en même temps que son enfant. Quand le bébé dort, savoir se dire: «Là, je me pose et moi aussi je me repose» et c'est important aussi, d'essayer de pouvoir se relayer, voilà. Mais, il y a certaines choses, à l'arrivée d'un bébé, on a des fois du mal à lâcher prise sur, la journée, voilà, on veut s'activer à quand le bébé dort à s'occuper du ménage, préparer à manger, enfin voilà, plein de Oui, choses. que la maison soit propre, Voilà, que il faut essayer de savoir lâcher prise et de savoir se poser en même temps qu'en même temps que son bébé, pour pouvoir récupérer. Parce que oui, vous êtes parents, vous êtes humains, aussi et du coup effectivement, on a besoin de dormir. Donc si les nuits sont compliquées, il faut, prendre, le temps dans la journée de se poser. elle me dit: «C'est un enfant de 2 ans». Bah, alors du coup, il doit faire la sieste aussi, donc se reposer pendant la sieste. Après, il faut aussi peut-être essayer de voir, de manière un petit peu plus globale, qu'est-ce qui se passe la nuit? Pourquoi les nuits sont compliquées? Est-ce qu'il y a des terreurs nocturnes? Est-ce que je là, C'est après, c'est un cas particulier à voir, ce qui Oui, s'est passé, oui, si ça fait longtemps, si c'est juste ponctuel, oui. et dans le cas d'un bébé qui dormirait, pas la nuit, mais la journée, parce qu'il y a des fois des nourrissons qui confondent le jour et la nuit, enfin, Mmh. comme on dit, ils vont dormir, donc est-ce qu'il y a des solutions pour ça, pour un bébé, par exemple, qui, voilà, qui dormirait, toute la journée, il voudrait pas dormir la nuit? Est-ce qu'il y a des Après, Heu, Vas-y, tu voulais, non, simplement confondre les jours et la nuit. Il faut savoir aussi que les rythmes de sommeil d'un bébé, là on parle de bébé, c'est pas du tout les mêmes qu'un adulte. Et c'est bien peut-être pendant la journée, simplement que l'avoir dans les salons, vous voyez que ça soit une activité à côté du bébé. Ça veut dire que lui, il va petit à petit voir que c'est, sentir que c'est la journée et la nuit, c'est beaucoup plus calme, c'est dans l'obscurité. Petit à petit, le rythme de sommeil, il va évoluer. Mais confondre le jour et la nuit, c'est difficile à cet âge-là. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, Elodie. les conseils par rapport à ça? Mm. Ben oui, donc effectivement, ce que tu viens de dire, la journée en fait, faire les choses normalement même si bébé il dort, dans la pièce à vivre et la lumière du jour. Après si c'est vraiment un bébé qui a beaucoup tendance à dormir la journée et du coup à espacer les tétés,
mais peut-être, bon après voilà, ça c'est à adapter à chaque enfant, hein, mais essayer si c'est un bébé qui va dormir 5 heures, voilà, essayer de le réveiller pour le faire téter. Voilà. Après, si ça a un impact sur la nuit, parce que si ça n'a aucun impact sur la nuit, bon, ben, pas Oui, forcément. s'il y a un gros dormeur qui dort beaucoup la journée, mais qui dort Mm. bien la nuit. Mm. Voilà. Bon, mais je pense qu'on a fait le tour des questions. Je vois pas d'autres questions arriver. Mm. Donc, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, mesdames, peut-être suite à votre présentation? Vous pensez qu'on a fait le tour du sujet? Oui, moi je pourrais rajouter que parfois les mamans peuvent se retrouver en grande détresse. Il faut pas hésiter, 24 heures sur 24 à aller aux urgences, de jour comme de nuit, pour trouver un soutien si, c'est un moment où on n'a pas de médecin traitant sous la main, où on n'a pas de sage-femme, où on a personne et qu'on craque. C'est pas tabou, il faut pas hésiter à y aller, pour, trouver quelqu'un qui vous écoutera. C'est noté. Bon, merci encore pour vos interventions. Donc, c'est maintenant le moment de nous quitter, hein. Donc, je vous remercie encore d'avoir participé à ce webinaire, de l'avoir regardé. Nous espérons avoir répondu à vos interrogations sur cette thématique, donc des émotions dans le cadre des 1000 premiers jours de l'enfant. Comme on vous en a parlé tout à l'heure, vous avez un site, hein, 1000 premiers jours avec pas mal d'informations, de vidéos, choses très intéressantes que vous pouvez aller consulter. J'en profite aussi pour vous informer que sur le site de l'assurance maladie amélie.fr, vous avez 2 espaces prévention personnalisés, qui sont sur la thématique de la petite enfance et de la grossesse, donc «J'entends un enfant» et «La santé de mon enfant». Et je vous rappelle que dès demain, vous pourrez retrouver un replay sur notre chaîne YouTube de l'assurance maladie du Tarn, la vidéo de ce webinaire. Suite, à ce webinaire, quand vous aurez fermé, la fenêtre, vous allez recevoir, un petit questionnaire de satisfaction par mail. Donc moi, je vous invite à le compléter, à nous le retourner. Ça nous permet d'avoir, votre avis et de savoir quels sont les thèmes que vous souhaitez voir abordés, ultérieurement. Dans la continuité donc des 1000 premiers jours, il y aura 2 autres thématiques, mais qui seront abordées certainement plus tard, peut-être en 2024, donc sur l'alimentation ou l'environnement encore. Et au mois de juin, l'assurance maladie du Tarn vous propose, 2 nouveaux webinaires. Un sur, la biodiversité, préserver la santé et un autre sur la thématique bucco-dentaire, au niveau des adolescents. Donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée et je vous dis au revoir, prenez soin de vous.